Vaut-il mieux ouvrir la décennie 1930 sur un rythme jazz, musique dont se pique la classe moyenne urbaine, à le Christenbon comme ailleurs, ou sur un air d'accordéon, celui qui fait tourner les têtes dans toutes les noces et bals populaires? Dans une société totalement cloisonnée, l'émancipation de la classe ouvrière avance au rythme de brèves éclaircies politiques, porteuses de progrès aussi concrets que fragiles. Mais son sort reste totalement enchaîné au destin d'une usine, elle-même ballottée par des forces politiques et économiques hors d'atteinte. À la fin des années 20, l'image des forges est flatteuse, comme l'est celle de son directeur et maître, Camille Hervèque, qui accumule les charges et mandats. L'autoritaire et politique personnage est élu maire d'Hennebon en 1925. Il est au fait de son influence. Sur les rives du Blavet, la seconde phase de grands investissements structurels impulsés sous sa direction est en voie d'achèvement. La vieille usine de Locastel, détruite, a cédé la place aux immenses trains à tôle pour l'aminage à chaud et à froid, alimentés par de puissants moteurs électriques. La place anecdotique de l'automobile à Lochrist masque le rôle grandissant de l'industrie des véhicules auto dans l'économie du pays. En 1932, le service carrosserie des forges alimente les sociétés Peugeot et Renault en tôle, tandis que le transport par camion concurrence les intérêts du trafic fluvial et ferroviaire. À Lochrist, la construction d'un nouveau pont sur le Blavet, en béton armé et précontraint, encourage les échanges par la route et les camions. Le parc immobilier des forges s'élargit à la Montagne, à Saint-Piot, à Kerglave, sans commune mesure toutefois avec l'augmentation des effectifs, et en respectant strictement la logique de cloisonnement social initiée par les directions précédentes. Favorisée par la pauvreté et la malnutrition, la tuberculose y sévit toujours de manière endémique. Le sanatorium de Kerpap accueille durant l'été les enfants des forges les plus sévèrement touchés. C'est le dernier volet d'une politique sanitaire en progrès, mais encore indigente quant au traitement des accidents du travail, cycliquement tragiques. Dans les campagnes, le réseau électrique commence à peine à tisser sa toile, en suivant les grands axes de communication. Dans son sillage, les postes de radio TSF font leur entrée dans les foyers populaires. Avec le cinéma, les spectacles sportifs et autres, avec les progrès de la scolarisation surtout, la vie populaire se transforme et s'affranchit, à la force des mollets, des cadres ruraux traditionnels. Les avancées sociales historiques votées par le Front populaire en 1936, réduction du temps de travail, augmentation des salaires, congés payés, etc., sont concomitantes de l'effacement progressif de Camille Hervègue de la sphère publique. La nouvelle direction de l'usine, sous l'égide des forges de Firminy, entame un virage radical vers une gestion rigoureuse et rationnelle. Le temps des loisirs spectaculaires et collectifs, grassement parrainés par les forges, est passé. Les aspirations se singularisent dans la musique, la culture populaire, le sport. Les organisations ouvrières s'autonomisent, à l'image du club de foot de l'USM fondé en 1936. La Maison du Peuple, financée par souscription et inaugurée en janvier 1938, doit incarner pour le monde ouvrier ce nouveau rapport de force. Mais les licenciements massifs du printemps 38, plus de 800 personnes, a tout fait de désillusionner les plus idéalistes. Il s'agit désormais de se battre pour la création de caisses de chômage et le soutien des licenciés sans indemnité. Dans cette perspective, la kermesse annuelle du syndicat des forges, qui devait se tenir le 3 septembre 1939 au Bois du Duc, est reportée pour cause de déclaration de guerre.